Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Tilt, en diffusion sur l'ODJ Média et en rediffusion sur la R212, la radio des Marocains du monde. Aujourd'hui, nous parlons d'entrepreneuriat, un sujet brûlant de l'économie marocaine. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui Monsieur Zakaria Ayman, doctorant en sciences de gestion spécialisé en entrepreneuriat et président du MYSS. Monsieur Ayman, marhaba bik. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très ravi d'être à une émission qui donne la possibilité aux jeunes pour partager leur point de vue et leur opinion. Merci. Avec très grand plaisir, Monsieur Ayman. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et pour commencer, je vous demanderai peut-être de nous dessiner un petit état des lieux de ce qu'est aujourd'hui l'entrepreneuriat au Maroc, les chiffres de création, le taux de mortalité, comment ça se passe exactement. D'accord. Comme vous savez, la TPE, la PME constituent un nombre essentiel du tissu entrepreneurial marocain. Et les grands chiffres qui sont déclarés ne reflètent pas la bonne santé du tissu entrepreneurial marocain. Ce sont des chiffres qui sont pris isolément. Pour moi, c'est une bouffée d'oxygène de dire qu'on a créé tant d'entreprises. Parce que personnellement et d'après mon expérience, beaucoup de gens disposent des entreprises dans les tiroirs. Ça veut dire un statut de 58 000, 80 000, 90 000 créations d'entreprises ne veut dire simplement qu'une création juridique, pas plus. C'est pour ça, si on arrive à se concentrer sur les 5 premières années, qui sont mondialement la période où la moitié va se disparaître, et même pour les pays développés, là où il n'y a aucun problème d'accompagnement, là où il y a le financement, vous avez un 20% d'apport, un bon business plan et vous avez l'accès au financement. Vous avez le droit de choisir la banque. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Au niveau des pays développés, il n'y a pas des obstacles pour demander des garanties réelles. C'est pour ça, je dis qu'aujourd'hui au Maroc, les personnes mettent aujourd'hui la clé sous la porte. Ce n'est pas propre au Maroc, mais la situation est devenue plus critique par rapport à d'autres pays. D'accord. C'est pour ça, si vous permettez, excusez-moi, Oui, allez-y. sur un deuxième angle, je vois que le Marocain aujourd'hui est prêt à entreprendre. Mhm. Le Marocain est prêt à mener des aventures entrepreneuriales. C'est comme ça comment je lis cette augmentation importante, intéressante et significative de création d'entreprises. Si vous me parlez du taux de mortalité, je vous dirais que oui, il est là. Mais comparaison avec le nombre de programmes et de soutien et de politiques, on dit qu'on est en train d'accompagner la petite et la très petite entreprise d'une manière générale. C'est pour ça le taux de mortalité pris sans tenir compte ces multitudes de programmes qui sont lancés par l'État, je dirais qu'on est dans la moyenne mondiale. Mais vu sur ces 10 dernières années et ces multitudes de programmes qui sont lancés par l'État pour aider les entreprises au démarrage et pour le fonctionnement et pour le financement et accompagnement, je dirais que malgré ces efforts fournis, nous n'arrivons pas à cesser et arrêter cette hémorragie de fermeture d'entreprises. C'est pour ça que je vous ai dit, si on arrive à changer notre vision par rapport à la création d'entreprises, au lieu de se concentrer sur les chiffres qui sont déclarés au niveau de la création d'entreprises, on doit se focaliser sur la pérennité, la longévité, la durabilité de l'entreprise. Comme ça, on peut assurer une valeur ajoutée qui va bien sûr contribuer à la croissance économique et sociale au Maroc. D'accord. Alors, justement, sur ce point, quand on parle de création d'entreprises et de taux de mortalité, etc., est-ce que ces chiffres ne sont pas faussés avec un petit peu l'immensité du secteur informel au Maroc? Est-ce que euh, si on prend en compte les chiffres du secteur informel, qui sont bien sûr par définition difficiles à déterminer, mais est-ce que l'informel pèse sur l'entrepreneuriat? Bien sûr, et ça c'est le rôle des politiques publiques lancées par l'État en faveur de l'entrepreneuriat. Parce que l'État, elle débloque des millions en faveur de l'entrepreneuriat afin de répondre à l'équation de la politique publique, mais cette équation est toujours infructueuse, raison de la mauvaise gestion de l'État des programmes de financement lancés par l'État. Et Dieu qui sait le nombre de programmes qui sont lancés en faveur de ce secteur-là. Il y en a qui sont lancés par l'INDH qui accompagne des milliers de projets. Il y en a les projets qui sont lancés par les différents ministères de l'artisanat, du tourisme, de l'agriculture, de la jeunesse, des différents secteurs qui sont présentés, même par le ministère de l'Industrie à travers Maroc PME, les centres régionaux d'investissement.
l'ANAP qui travaille sur une grande partie de l'entrepreneuriat. Donc, à travers ces multitudes de programmes d'entrepreneuriat qui sont lancés par l'État, on n'a pas pu répondre à l'équation de la politique publique envers l'entrepreneuriat pour encourager les gens qui travaillent du secteur informel pour migrer vers le formel. C'est pour ça que je dis toujours qu'on doit revoir la politique de l'entrepreneuriat, qui est bien sûr traduit par des programmes de financement que, si vous permettez, on peut les discuter par la suite. Bien sûr, on va y arriver. Mais juste avant, alors, cette manque d'ambition, malgré les moyens qui ont été déployés tout au long des années, comme vous l'avez expliqué, mais ce manque d'ambition de l'entrepreneur, disons informel, de passer au secteur formel. Est-ce qu'il est dû à un manque de confiance envers l'État, un manque de confiance envers les institutions? Tout à fait normal, parce qu'aujourd'hui, tant qu'on dispose d'un grand nombre, un nombre énorme des entreprises qui travaillent dans le secteur informel, ça veut dire déjà qu'ils n'ont pas confiance dans le secteur formel et côté réglementation. Et de deux, il y a une grande responsabilité du ministère tutelle. Pourquoi? Parce qu'il doit encourager ces personnes afin de migrer. Ils vont dire bien sûr qu'ils ont lancé une multitude de programmes. Prenons l'exemple du programme Mokawil Deji. Ça, c'était un programme qui a été lancé par l'État afin d'encourager les personnes qui disposent des entreprises dans les tiroirs ou dans le secteur informel pour le migrer. Et cela, bien sûr, à travers des exonérations de l'impôt et beaucoup d'avantages qui peuvent lui donner un accès favorable au secteur formel. Mais malgré ces efforts, on n'a pas pu les encourager, parce que déjà, en restant juste au niveau du programme Mokawil Deji, ça c'était un programme qui a été principalement présenté pour l'informel pour migrer vers le formel, et par la suite le programme a été étalé pour des étudiants, pour des stagiaires au niveau de l'OFPPT, pour des personnes qui n'ont même pas eu la possibilité pour créer une entreprise ni qui sont dans l'informel. Et c'était juste pour, encore une fois, augmenter le nombre de créations d'entreprises. C'est pour ça que je dis qu'on doit changer notre vision par rapport à la problématique liée à l'entrepreneuriat. Parce qu'on doit réellement travailler le contenu de l'entrepreneuriat pour qu'on puisse switcher déjà ceux qui sont à l'informel vers le formel, et pour garder la pérennité des entreprises et de la TPE et la PME qui travaillent dans le formel. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez me dire que c'est un petit peu une manipulation des chiffres, tout ça, pour avoir un nombre important d'entreprises créées chaque année? C'est plus dans ce sens? C'est normal, parce que déjà, ce sont des budgets qui sont octroyés au programme, et les programmes, pour présenter qu'ils ont réalisé leur objectif, ils devaient nous présenter que ce soit la manière des chiffres qui reflètent pour eux des efforts fournis et qui reflètent pour eux un budget réellement octroyé pour des bénéficiaires afin de faire la création d'entreprises et pour les garder au marché. Et au final, c'est pas ça. C'est pas très honnête tout ça. C'est pas très honnête, et c'est autre chose. D'accord. Donc, détaillons un petit peu ces politiques publiques. Quels sont concrètement les apports de ce gouvernement, des gouvernements précédents, pour encourager un petit peu ce passage? Quels sont les programmes phares, etc. D'accord. Si vous voulez, on peut passer par les programmes chronologiquement, et commençons par le programme Mokawalati. Programme Mokawalati, je vous dirais que c'était un programme qui a vraiment octroyé des montants très importants aux bénéficiaires. Je vous donnerai un exemple. Un projet qui a été octroyé pour 3 personnes afin de travailler sur un projet commun. Et chacun des 3 a bénéficié de 100 000 dirhams pour travailler sur le projet. Et vu l'absence de l'accompagnement, les 3 ont ouvert 3 ateliers différents en délaissant le projet commun. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux, et au final, ils n'ont pas remboursé le crédit et qu'ils ont travaillé pour le propre compte. Là, je dirais que c'est bien qu'ils ont travaillé pour le propre compte, donc quand même il y aura une contribution, mais vu l'absence de l'accompagnement, certainement ils ne vont pas dépasser les 5 ans, parce que mondialement, 5 ans, c'est la période où la moitié va disparaître. La période de test. Exactement, ça c'est de 1. De 2, programme Mokawalati n'a pas recouvré et n'a pas retourné son argent.
Parce que l'objectif de n'importe quel programme doit être sur deux mesures. La première, c'est d'octroyer les crédits aux bénéficiaires. Et le deuxième point, c'est de recouvrir l'argent. Parce qu'au final, ce sont des crédits, ce sont des emprunts et non pas des dons et des subventions pour ne pas faire l'accompagnement et le suivi. Parce que le suivi a deux objectifs. Le premier, c'est de garder la pérennité de l'entreprise sur le marché. Et le deuxième, c'est pour recouvrir l'argent. Parce que c'est l'argent de l'État qui vient des impôts, l'IS, TVA. Donc, contribuable. Exactement. Donc, on doit assurer de faire retourner l'argent à la caisse. Ça, c'est de un. De deux, le programme Muqawalati, c'était un programme qui n'a pas eu une bonne concentration sur les bénéficiaires côté entrepreneurs. C'est vrai qu'il a sélectionné des bonnes idées, mais qui n'a pas mis l'accent sur le profil entrepreneur, la chose qu'on n'a pas eu la possibilité de les garder sur le marché. Parce que pour garder une entreprise sur le marché, déjà, on doit se concentrer sur le profil entrepreneur. On peut avoir une bonne idée, mais si on n'arrive pas à préparer un bon profil entrepreneur qui a déjà des connaissances sur le macroéconomique et sur ses impacts sur son entreprise et surtout sur le microéconomique, le moment que je vous parle du microéconomique, je vous parle des agents qui entourent l'entreprise, l'État, les banques, les fournisseurs, clients, les banques. Donc, ce sont des agents que l'entreprise gère la relation avec eux quotidiennement. Donc, il est censé quand même d'avoir les épaules assez larges pour confronter le marché de l'emploi et le marché d'entrepreneurs. Alors, excusez-moi, justement, juste pour rebondir sur le point où vous m'avez parlé de l'exemple des 3 personnes qui ont demandé communément un investissement pour un projet commun. Donc, ils ont fait leur demande sur la base d'un projet à 3. Exactement. Et ils ont décidé de ne pas travailler sur cette demande. Exactement. Ils ont préféré faire. Ça, c'est un exemple qui s'étale sur plusieurs personnes. Non, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est anarchique à un point. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accompagnement. Ça veut dire que le programme, n'importe quel programme, doit se concentrer sur 2 volets. Le volet du financement et le volet de l'accompagnement. Le programme Muqawalati a délaissé l'accompagnement, la chose qui a poussé les bénéficiaires. Donc, il n'y a pas de suivi. Ils ont travaillé sur leur propre compte. Ils ont ouvert 3 ateliers différents. C'est vrai qu'on avait 3 créations d'entreprises. Ça va augmenter le chiffre, mais ça va également diminuer les recettes qui ont été octroyées à travers le programme Muqawalati. Et d'autre part, on n'a pas une pérennité de ces entreprises sur le marché. Et donc, du coup, ils n'ont pas pu repayer leur crédit. Tout à fait normal. Laissez-moi vous dire que l'État n'a jamais recouvré et remboursé la totalité, voire même la moitié des financements qui étaient octroyés à travers leur programme de financement. Donc, on est à moins 50% de recouvrement. Voire même 50% des montants qui étaient octroyés à travers les programmes de financement. D'accord. Ça, c'est de deux. Il me reste juste un point sur le programme Muqawalati. C'est que c'était un programme qui a connu un échec grâce à une émission qui a été lancée sur une chaîne publique. C'était le programme de Challenger. Et c'était un programme qui a travaillé beaucoup sur le paraître et non pas sur le réel et le travail. Et à cela qui a poussé le programme Challenger qui a été diffusé sur la chaîne publique de travailler beaucoup sur l'encouragement de l'entrepreneuriat et non pas l'humain. La chose qui a un peu créé un peu de déséquilibre entre les 2 programmes et surtout que les 2 programmes, ils étaient lancés dans la même période. D'accord. Alors, Muqawalati, un fiasco. Ensuite, on est en plein Covid, on passe à Intelaqa, c'est bien ça? Exactement. Programme Intelaqa, c'était un programme gouvernemental qui a été bien lancé avec un bon budget, avec une bonne sélection des profils, mais par la suite, les banques, ils ont passé vers les quantités. On ne sait pas ce qui s'est passé pour les banques. On est devenu devant une scène de compétitivité entre les banques en posant la question qui va octroyer le maximum de crédit. C'est comme s'il s'agit d'un service ou un produit de la banque elle-même. Elle a oublié complètement qu'il s'agit d'un programme gouvernemental
qui portent une somme très importante et qui portent des attentes très élevées. Également, là où le problème du remboursement des crédits a commencé, parce que n'oubliez pas que le programme Intelaka, c'est un programme qui a été lancé et octroyé en pleine pandémie Covid-19. Et dès que la période d'échantillonnage a terminé, les banques ont enlevé la casquette sociale et sociétale et on l'a remboursé par la casquette de recouvreur en demandant leur argent de la part des bénéficiaires. D'une part, ils ont raison parce qu'il s'agit d'une banque à but lucratif, mais derrière, ça c'est un programme gouvernemental qu'on fallait normalement donner une bonne période, comme qui s'est passé au niveau des pays développés. Même n'importe quel pays au niveau de la pandémie de Covid, il a essayé de nouvelles mesures, de nouvelles stratégies afin de s'adapter avec la situation de la pandémie. Et normalement, les banques devraient faire la même chose, devraient également donner plus de temps aux bénéficiaires pour s'adapter avec la pandémie, avec la hausse des prix qui s'est présentée sur cette période-là, afin de se présenter sur le marché, de connaître quels sont leurs partenaires, de découvrir comment ça se passe au niveau de fournisseurs et clients. Et par la suite, à ce moment-là, vous pouvez demander les créances et les échéances du crédit. Alors justement, toujours sur Intelaka, j'ai l'impression que les banques ont pris le dessus. L'État a perdu le contrôle dans ce programme? Normal, je vous dirai pourquoi. Parce que le programme a été octroyé aux banques et les banques, normalement, ils faisaient juste le financement. C'est à l'administration du programme de Força de créer une entité qui fera l'accompagnement de ces projets. Parce que le moment que je vous parle de l'accompagnement, pas que pour garder la pérennité de l'entreprise sur le marché, mais c'est pour faire le suivi et donner l'accès au compte pour savoir quelles sont les recettes et les dépenses du bénéficiaire. Comme ça, nous pourrons récupérer l'argent et nous pourrons, comme vous avez dit, de garder le contrôle sur ces bénéficiaires-là. Parce que le point le plus dangereux, c'est que l'argent qui a été octroyé à travers le programme Intelaka et donné aux bénéficiaires a été déboursé pour acheter des terrains, des appartements en face de la mer, des voitures surdimensionnées par rapport à leur standing financier. Il y en a même qui ont considéré le programme Intelaka comme étant un moyen pour avoir de la liquidité financière pour leur entreprise. Et en général, même le programme d'Intelaka a été octroyé à des entreprises qui existent déjà sur le marché et non pas en devenir. Donc ces 3 points que je vous ai cités peuvent vous résumer où l'argent de programme Intelaka est s'adressé. Pourtant, si j'ai une bonne mémoire, je pense que le problème Intelaka était basé sur une sorte de paiement de facture. Donc ce n'était pas de l'argent qu'on donnait directement, mais c'était plus des devis qu'on payait ensuite, c'est ça? C'était de présenter un dossier à la banque et la banque, au final, elle vous octroie le crédit. En liquide. Exact. Elle vous octroie le crédit et par la suite, l'argent, il se débourse à gauche, à droite, raison. Sans aucun respect pour le dossier qui a été sans respect, déposé. Parce que le moment qu'il n'y a pas une entité qui fait le suivi et le contrôle et l'accompagnement, tout à fait normal que l'argent sera déboursé ailleurs. Comme disait Ben Kiran, vous déposez des feuilles, vous prenez de l'argent, c'est difficile que vous soyez honnête. Mais il a également une responsabilité sur ça, parce qu'ils étaient présentés durant une période des programmes de financement. Bien sûr. Je pense que c'est bon pour Intelaka, on a fait le tour. Intelaka, lui reste juste un point, c'est que l'administration du programme, après la fin de la première session, nous a informé qu'il y aura une réunion avec les représentants des banques afin de connaître et de savoir quelles sont les failles du programme Intelaka et quels sont les moyens pour le rénover, et cela à travers un bilan, afin de lancer la 2e et la 3e session. Et laissez-moi vous dire qu'à ce jour-là, on n'a pas eu ni le bilan, ni la 2e et la 3e session du programme Intelaka. Donc malgré toutes ces rumeurs, tout ce qu'on a parlé, tout le budget, toutes les attentes. Pas de feedback. Pas de feedback. D'accord. Ensuite vient un 3e programme de financement qui est, à mon avis, le plus scandaleux et qui est celui de Força. C'est un programme à hauteur de 100 000 dirhams pour les toutes petites entreprises, j'imagine. Qu'est-ce qui s'est passé avec Força? Força, déjà, c'est un programme
Comme on disait, si on veut nettoyer les escaliers, c'est par en haut. Donc ça vient bien sûr déjà de la part du ministère qui a eu le programme qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, surtout sur les différents secteurs. Le programme a été octroyé au ministère du Tourisme. Déjà, le ministère du Tourisme, il gère un secteur fortement sinistré et pas propre au Maroc, ça c'est à l'échelle mondiale. Les conséquences du Covid. Exactement. On a eu des hôtels à Agadir et à Marrakech qui ont été à l'arrêt, plus de 250 hôtels qui ont été à l'arrêt. Et plus que ça, Madame la ministère, elle fait un programme de Força pour les jeunes, au lieu de se concentrer sur son secteur, qui a besoin minimum 3 ans pour qu'il soit redressé. Il fallait normalement se concentrer sur son secteur principal, parce que son secteur, il est fortement sinistré. C'est un secteur qui doit se concentrer parce qu'on est envers 2030, la Coupe mondiale, et tous les pays qui ont organisé la Coupe mondiale, ils ont déclaré que le secteur le plus important afin de générer une vraie valeur ajoutée, une richesse, c'est le secteur du tourisme. Alors au Maroc, on n'a aucune visibilité ni stratégie envers 2030, et Madame la ministre veut faire de Força pour les jeunes, qu'elle se concentre tout d'abord sur son secteur d'activité avant de faire une extension de sa fiche de fonction. Alors justement, est-ce que Força a été octroyé au ministère du Tourisme pour pouvoir plus encourager les projets qui sont un petit peu touristiques, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est café, ce genre de choses? Parce que j'arrive pas à concevoir la logique derrière. Comment on donne un programme de financement de petites et moyennes entreprises au ministère du Tourisme? Il n'y a aucune logique derrière. C'est quoi le raisonnement? Déjà, si on veut prendre cette hypothèse que vous avez mis, que pour l'encouragement des projets pour le secteur culturel ou par l'artisanat ou pour le tourisme, laissez-moi vous dire que l'administration qui a géré ce programme, c'est la SMIT, a déjà lancé un programme en 2022 qui a connu pratiquement un échec total. 95% des personnes qui ont bénéficié de ce programme a connu un échec. Donc on sort d'une expérience spécialisée en tourisme pour entamer une nouvelle expérience qui s'étale sur plusieurs secteurs d'activité et non pas son secteur d'activité par excellence. Ça, c'est de un. De deux, pourquoi octroyer déjà ce programme à la SMIT? Et déjà, on a un ministère de la TPE qui travaille avec plusieurs organismes et agences comme Maroc PME, les centres régionaux d'investissement, l'ANAPEC qui gère une grande partie de l'entrepreneuriat et travaille également sur l'employabilité. Et pour nous et pour d'autres analystes et économistes, la SMIT a été un mauvais choix pour gérer un programme de tel poids et importance. Mais selon votre vision, votre expertise, quelle est la raison? Pourquoi je vous dirai le ministère pourquoi. du Tourisme? Je vous dirai pourquoi. Déjà, pourquoi on dit que la SMIT a été un mauvais choix. La question, tout d'abord, pourquoi elle a été octroyée au ministère, ça, c'est une question à poser au gouvernement, parce que nous-mêmes, on n'a même pas la réponse à ce jour-là. Il n'y a aucune raison logique. Aucune raison logique. Déjà, il y a un ministère tutelle et on octroie. Ça, c'était diffusé sur plusieurs émissions, sur plusieurs réunions, pour savoir juste quelle est la raison derrière pour octroyer le programme. Moi, je parle des raisons logiques. Bien sûr que le gouvernement a ses propres raisons. Mais pour nous, en tant qu'économistes et chercheurs en entrepreneuriat, on a besoin de savoir réellement, vous étiez basé sur quoi pour octroyer le programme à un ministère qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, un ministère qui a un secteur fortement sinistré, pour faire l'entrepreneuriat pour les jeunes, alors que son secteur n'a aucune vision, ni visibilité, ni stratégie envers son secteur. Il est en train aujourd'hui de jouer le rôle de manager pour aider les hôtels qui sont à l'arrêt pour être rénovés, alors qu'on est en train de présenter un programme qui s'étale sur plusieurs secteurs d'activité. Et pourquoi on est en train de dire que la SMIT a été un mauvais choix? Parce que la SMIT a lancé le programme sans avoir un contrat cadre entre la SMIT et les microcrédits. On a fait appel aux bénéficiaires, on a sélectionné les dossiers, les bénéficiaires ont missionné, sont maintenant à l'attente du déblocage des crédits. Et à ce jour-là, la SMIT n'a pas signé un accord avec les microcrédits parce que les microcrédits n'arrivent pas à s'entendre avec la SMIT. Donc, sur les 100 000 qui ont déposé, sont maintenant
obligés d'attendre que la SMIT signe un accord avec les microcrédits. Et cela, bien sûr, a biaisé un peu le jeu parce au lieu que ce soit les microcrédits, maintenant c'est la SMIT qui a les mains liées parce qu'elle a lancé un programme, elle a sélectionné des bénéficiaires avant de signer un contrat cadre avec, non, mais quand même, avec les microcrédits. À quel point faut-il être incompétent pour signer avec des bénéficiaires, les sélectionner, les informer qui seront bénéficiaires, alors qu'on n'a pas le contrat la cadre. base, on n'a pas le minimum pour commencer le projet. À quel point faut-il être, excusez le terme, mais incompétent? Je ne trouve que ce terme dans ma tête. Comment ça se fait? C'est tout à fait normal. C'est pour ça que je dis que le programme Força, c'est un programme qui a eu un problème de fonctionnement. C'est tout à fait normal que le moment qu'on octroie un programme de tel poids à un ministère qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat et à la SMIT qui vient de sortir d'une expérience qui a connu un échec total pour commencer une expérience qui s'étale sur plusieurs secteurs d'activité, c'est tout à fait normal qu'on aura tel résultat. Vous lancez le programme, vous sélectionnez les bénéficiaires et vous n'avez même pas un contrat cadre avec les microcrédits afin de débloquer les crédits. Et à ce moment-là, les microcrédits sont devenus dans une position de force en face à la SMIT et ils ont augmenté leur part de conditions et leur intérêt. C'est tout à fait normal parce que ce sont des entreprises à but lucratif. S'il y a une responsabilité, c'est à la SMIT et à la direction du programme et au ministère qui n'a pas bien étudié le programme en amont. Peut-être que si on aurait octroyé le projet au ministère de tutelle, les choses se seraient mieux passées, vous croyez? C'est tout à fait normal. Je vous dirai également pourquoi. Parce que le ministère tutelle, c'est son secteur d'activité. Il est sûr de ce qu'il est en train de faire et il travaille en collaboration avec les organisations et les agences. On a Maroc PME à travers le ministère de l'Industrie. On a les centres régionaux d'investissement à travers le ministère de l'Intérieur. On a l'ANAPEC qui travaille sur l'employabilité, une grande partie sur l'entrepreneuriat. On a également les chambres de commerce qui peuvent mettre à la disposition du ministère tutelle les salles et les équipements afin d'assurer l'accompagnement. Donc déjà, le ministère tutelle devrait normalement avoir ce programme-là. Mais malheureusement, la situation est la suivante. Vous pensez que ça a été une faveur envers le ministère du Tourisme? Pour moi, on ne peut pas la considérer comme étant une faveur. C'est une responsabilité qui lui a amené vers un échec et vers un critique. Et aujourd'hui, il est questionné pour nous donner les raisons de l'échec du programme. Mais moi, ce que je n'arrive pas à concevoir, c'est pourquoi le ministère du Tourisme? Est-ce que c'est des retours d'ascenseur? Est-ce que c'est une faveur de la part du chef du gouvernement? C'est quoi exactement? Pourquoi le ministère du Tourisme? Cette question, c'est à eux de répondre à ça. C'est parce que c'est eux qui ont pris la responsabilité pour l'octroi à tel ministère. De notre part, en tant que centre qui travaille sur l'entrepreneuriat, on n'a qu'à signaler que le programme Força devrait être normalement octroyé au ministère tutelle qui travaille avec plusieurs agences, qu'il est sûr de ce qu'il est en train de faire parce que c'est son secteur d'activité par excellence. Et il est plus expérimenté, plus apte à répondre aux besoins. Déjà, le programme, 20% du budget a été octroyé pour la communication. Et la communication a été faite pour faire appel à des influenceurs. Et le moment que je vous parle de l'influenceur, c'est pas contre eux, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que l'influenceur, c'est un métier. Tout à fait. Et le moment que je vous parle d'un métier, c'est un métier également qui travaille dans l'informel. C'est un métier qui ne paye pas d'impôts. Alors, comment vous faites appel à des influenceurs qui travaillent dans l'informel et qui ne paient pas d'impôts pour mettre en place un programme gouvernemental et qui encourage et qui sollicite les gens pour migrer de l'informel vers le formel et qui veut travailler sur le formel. Sincèrement, je n'arrive pas à assimiler cette information et cette situation. Et déjà, vous m'avez dit que c'était à hauteur de 20% du budget? 20%, c'était à la moyenne de 23 millions qui a été octroyé pour la communication, alors que le moment que vous avez fait appel à ces influenceurs, après avoir fini la séance du show
et d'ouverture, les influenceurs n'ont même pas il y en a même qui n'ont même pas communiqué une information sur le programme en disant que c'était un travail à la tâche. On s'est présenté, on a une autre rémunération et c'est terminé. Si vous avez une question, veuillez la poser à l'administration du programme, ça c'est de un. Il y en a d'autres influenceurs qui ont commencé à parler sur le story du programme de Força et qui ont déclaré des informations qui n'étaient même pas présentées par l'administration du programme. Ça, bien sûr, ça sera un résultat. Le fait que vous avez fait à des influenceurs qui sont irresponsables parce qu'ils travaillent même pas dans leur secteur, et on a d'autres influenceurs qui ont dit excusez-nous, nous ne sommes pas aptes ni compétents sur le domaine entrepreneurial afin de vous communiquer des informations sur ce secteur. Ils nous ont contactés pour faire la publicité à ce programme. On était payé, c'est terminé. Si vous avez une question, s'adressez-vous vers l'administration du programme. Alors, est-ce que vous savez s'il y avait un contrat avec ces influenceurs et quelles étaient leurs missions lorsqu'ils ont touché les 23 millions? Pourquoi ils les ont touchés? Quelle était leur mission? Est-ce que c'était juste la pub ou est-ce qu'ils devaient informer également les bénéficiaires ou les participants? Ils ne peuvent pas informer des bénéficiaires et qui ne sont même pas aptes et compétents. Pour parler de l'entrepreneuriat, déjà vous devez avoir des compétences solides en matière d'entrepreneuriat afin de donner des informations et d'accompagner. Ce qui s'est-il passé, c'est que les influenceurs ont commencé à donner des fausses informations concernant le programme parce que vous communiquez déjà des informations qui ne sont même pas déposées au niveau du portail. La relation entre la SMIT et les influenceurs, c'était juste de se présenter pour faire de la publicité. Et voici les 23 millions. Alors que ça, c'est un programme gouvernemental, ne nécessite même pas ce budget-là. Je vous dirai pourquoi. Parce que déjà, ça, c'est un programme qui nécessite une moyenne de 3 millions pour faire des spots à la télé, à la radio. Et à travers ça, c'est automatiquement que ça sera diffusé au niveau des réseaux sociaux. Tout à fait. Et les 20 millions avec un recul, je vais les utiliser pour faire de l'installation au niveau des régions afin d'assurer une relation avec les centres régionaux d'investissement et les chambres de commerce pour faire l'accompagnement. Parce que j'arrive pas à assimiler comment la SMIT veut faire l'accompagnement durant 2 mois et demi. Est-ce que vous voulez juste nous annoncer que vous avez fait de l'accompagnement? Là, on revient sur le point que tous les programmes essaient juste de nous présenter un chiffre. Exactement. Pas une réalité. L'administration, même là, quand vous parlez avec Madame El-Haraichi ou bien avec l'administration du programme ou la SMIT, ils vous disent qu'on a fait l'accompagnement. Mais quel accompagnement que vous avez fait? Est-ce que 2 mois et demi est suffisant pour accompagner des bénéficiaires qui n'ont jamais entendu parler de l'entrepreneuriat? Et on est en train de parler que l'entrepreneuriat nécessite, après la création, d'une moyenne de 5 ans afin de garder sa pérennité sur le marché. Est-ce que vous voulez de garder la pérennité et avoir de valeur ajoutée pour contribuer à la croissance économique, ou juste de répondre à la question de l'accompagnement et du financement? Ça, c'est une autre chose. Alors, cet accompagnement de 2 mois et demi, il est limité à 2 mois et demi. Ensuite, vous vous débrouillez. Ensuite, vous avez le budget et on vous pose par la suite la question afin de nous rembourser le crédit. 100 000 dirhams, c'est un budget qui a été insuffisant pour démarrer un projet, pour acheter du matériel. Et le moment que je vous parle des 100 000 dirhams, rappelez-vous que c'est pas donné à tout le monde. Ça, bien c'est sûr. Juste le plafond. Il y en a qui ont pris 60 000, il y en a qui ont pris 70 000, selon les conditions qui sont mises par la commission de la direction du SMIT, alors qu'on ne sait même pas quelle est la composition de cette commission-là, qui sont les responsables de la commission du programme de Força, comment ils étaient sélectionnés, ces personnes qui ont fait la sélection des dossiers, parce qu'il y en a beaucoup de questions qui se posent là-dedans. Donc on n'a même pas de critères pour choisir les dossiers, on n'a pas d'accompagnement, la publicité et l'information sont faites par des influenceurs qui n'ont rien à voir avec le domaine. Bien sûr, ça ne va pas aller très loin. Normal, ça c'est un résultat. Le fait d'octroyer un programme à un ministère qui n'a rien à voir avec... On est maintenant à 3 ans du début de ce programme, 2 ans, 3 ans. On n'a même pas eu les autres sessions. On est dans l'attente de voir les autres sessions du programme Força et on est en train de l'attendre de nous présenter le bilan de la première session, de savoir combien de personnes vous avez octroyé les crédits, combien déjà de personnes qui ont bénéficié du programme, combien de personnes vous avez octroyé les crédits et combien de personnes a gardé les pas sur le marché. On a besoin de savoir les chiffres. Et rassurez-vous que l'administration du programme Força ne va pas déclarer ces informations
parce que ce sont des chiffres catastrophiques. D'accord. Donc, avant l'accompagnement, je pense qu'il faut surtout mettre l'accent sur une formation initiale pour quiconque veut réussir dans ce domaine, parce que c'est normal, quand on veut faire un domaine, il faut bien l'apprendre avant de se lancer dans le bain. Je vais vous parler un petit peu de l'enseignement dans l'entrepreneuriat. Je pense pas que avant le bac, en tout cas, il n'y a aucun enseignement en ce sens. Même au niveau des facultés, je pense que il y a certaines filières de gestion, etc. Mais je pense pas qu'il y a une filière spécifique à l'entrepreneuriat. En fait, la question, ça va même pas se limiter au niveau de la filière ou d'un module octroyé après l'enseignement supérieur, mais déjà, au niveau de l'enseignement, on ne dispose pas de l'entrepreneuriat dès le premier âge, bien que cette ambition a été reflétée de la part du gouvernement. Pour avoir une culture entrepreneuriale, on doit avoir l'entrepreneuriat dès le premier âge. C'est ce qui se passe au niveau des pays développés. Avant d'arriver au programme de financement, on doit avoir l'esprit d'entrepreneur. On doit avoir des étudiants au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, tertiaire, au niveau de l'enseignement supérieur. On doit avoir un enchaînement des outils, un enchaînement des compétences et des connaissances qu'on doit mettre à la disposition des étudiants pour qu'ils puissent savoir comment ça se passe au niveau dans le monde entrepreneurial. Comme ça, on donne la possibilité à l'étudiant pour avoir 2 casquettes dès le départ. Soit qu'il s'agit bien sûr d'être un salarié, soit d'être un entrepreneur. On doit lui donner le choix dès le premier âge. Par la suite, il peut avoir une responsabilité de prise de décision, parce que au final et malheureusement, la majorité aujourd'hui qui prennent leur diplôme, et si vous posez la question, ils vont vous déterminer des métiers bien spécifiques. Un médecin, un policier, un pompier, un. Et on n'a même pas ceux qui déclarent l'intention de faire une création d'entreprise, de travailler de tels projets, raison qu'il n'y a pas de culture entrepreneuriale pour ces étudiants dès le premier âge. Il faut aussi appeler un chat un chat. Vous savez que l'étudiant moyen marocain dans une classe publique, bien évidemment, ne peut pas lire en CE5 ou en CE4, ne peut pas lire un texte en français de 15 mots, vous imaginez. Donc, je pense que c'est aussi le niveau général du système éducatif qui fait en sorte que ce n'est pas vraiment réalisable à ce stade, vous ne pensez pas ? Déjà, si on parle de l'entrepreneuriat, on doit répondre à cette question que la culture entrepreneuriale doit être intégrée dès le premier âge. Ça, c'est de 1. De 2, les ministères doivent avoir conscience qu'ils doivent travailler en collaboration, parce qu'au final, tous, ils travaillent le même objectif. C'est l'humain, c'est le citoyen marocain, dès son premier âge. Dans question d'enseignement, il y en a plusieurs problématiques qui se posent là-dedans, liées à la compétence, liées au module, liées est-ce que les étudiants sont en train d'étudier ce qui se passe au niveau du marché du travail ou loin de ça. Il y en a même des matières, il y en a même des modules, il y en a même des leçons qui n'ont rien à voir avec la tendance et l'actualité. Donc c'est tout à fait normal qu'on aura un résultat de tel poids. Donc, en parallèle avec tous ces programmes gouvernementaux, est-ce que des initiatives d'incubation, d'accompagnement des TPE, des PME, est-ce qu'elles existent dans le privé plutôt ? Est-ce qu'on a des acteurs privés qui essayent également d'accompagner ces jeunes entrepreneurs ? D'accord. Si vous permettez, j'ai juste un point avant de répondre à cette question-là. Tout à fait. Oui. C'est que ça fait partie de la partie de l'enseignement, c'est qu'on doit avoir une plateforme digitale dédiée pour l'entrepreneuriat, afin d'encourager la culture entrepreneuriale à travers la recherche, la documentation, qui nous donne la possibilité, en tant que chercheurs, de contribuer avec nos communications, nos rapports, et donne également l'accès au public pour faire de la documentation, pour faire la recherche. On est en 2025.
On a passé pratiquement 15 ans qu'on est en train de lancer des programmes et on n'a même pas pensé à une plateforme digitale qui nous donne accès tous pour avoir de la recherche. Ne parlez pas des plateformes internationales, je suis en train de parler d'une plateforme qui doit être Marocaine. 100% marocaine, avec des contributions marocaines, avec des rapports et des communications et des articles et des recherches basées sur la problématique interne. C'est comme ça comment on peut créer une culture entrepreneuriale. Exactement. Je reviens, si vous permettez, à votre question concernant le secteur privé. Bien sûr, le secteur privé, à travers différentes entreprises, il essaie de participer également dans l'élaboration des programmes d'accompagnement et de financement, mais ça reste limité, voire le poids de l'importance de l'entrepreneuriat au Maroc. C'est pour ça on fait toujours l'invitation que les deux secteurs, public et privé, doivent travailler entre eux en collaboration pour gérer les programmes de financement et pour travailler, parce qu'au final, les deux, public et privé, travaillent pour le même intérêt. C'est pour l'encouragement de l'entrepreneuriat, pour la création d'entreprises et pour garder sa pérennité sur le marché. Donc, si on arrive à travailler entre les deux secteurs, à ce moment-là, on peut garder la pérennité et encourager la création de l'entreprise au Maroc. Alors, je pense que jusqu'ici, on a dessiné un tableau très très sombre de ce qui se passe. On va essayer d'allumer un petit peu de lumière là où il n'y en a pas, mais selon vous, quelles seraient les propositions de solutions qui seraient effectives surtout dans notre situation marocaine, dans l'environnement économique marocain? Comment est-ce qu'on peut résoudre tous ces blocages? D'accord. Déjà, le premier point, c'est que on doit avoir un mentor ou un accompagnateur pour chaque bénéficiaire qui peut gérer 4 à 6 bénéficiaires sur n'importe quel programme. Je sais qu'on n'a pas fait ça sur les derniers programmes au Kawaleti Interaqa Força, on n'a pas eu ces incubateurs et ces accompagnateurs ou mentors. Si on va lancer prochainement un programme, on devrait prendre en considération qu'on devrait avoir des mentors. Mentor qui fait l'accompagnement et le suivi avec le bénéficiaire, surtout en lui donnant un accès sur son compte bancaire pour avoir de la visibilité sur les recettes, sur les dépenses, afin de lui aider pour gérer les profits et les recettes et ses dépenses, et également de lui garder sa pérennité sur le marché. Également, pour les programmes de financement, si jamais on va lancer un programme, on doit se concentrer sur la durée de vie de l'entreprise. C'est la première période de 5 ans. Ça veut dire on doit créer des programmes pré-création, en post-création et après-création jusqu'à 18 mois, et de 18 mois jusqu'à 3 ans, et de 3 ans jusqu'à 5 ans. Rassurez-vous, si on travaille avec cette méthode-là, on peut garder la pérennité de l'entreprise, parce que comme je vous ai dit, la moyenne mondiale où la moitié des entreprises disparaissent au niveau du marché, c'est durant les 5 premières années. Donc si on arrive à se concentrer sur les 5 premières années avec des programmes spécifiques qui s'étalent sur des périodes bien déterminées, on peut garantir leur présence, la chose qui va nous ramener vers une valeur ajoutée et une bonne contribution économique et sociale au Maroc. Donc, vous avez parlé de mentoring. Je vais pas vous demander si on a les moyens financiers, puisque 23 millions ont été octroyés aux influenceurs, ils auraient été mieux octroyés aux mentors. Mais est-ce qu'on a ces profils côté ressources humaines qui sont prêts à sacrifier leur temps, leur business, à eux aussi, etc., pour pouvoir accompagner des jeunes entrepreneurs? Est-ce qu'on a ce genre de profil? Bien sûr, c'est pour ça que je vous ai dit que dès le départ, les escaliers se nettoient par le haut. Si on arrivait à faire une collaboration avec les centres régionaux d'investissement, champs de commerce, l'ANAPEC, l'OFPPT, les CRI, Maroc PME, à ce moment-là, ces administrations, ces organisations, ces agences disposent là-dedans des compétences et des profils qui sont en relation avec l'entrepreneuriat et qui ont pris l'habitude de faire l'accompagnement et le suivi des projets. C'est normal que le moment que vous faites appel à notre organisme qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat et le financement et l'accompagnement, qu'on aura tel résultat. C'est normal que ça foire, tout à fait. Alors, Monsieur Zakaria Ayman, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou... On a fait vraiment le tour sur le tout. Si j'ai une information, une remarque à donner, c'est qu'on doit cette fois-ci faire appel à une offre publique pour connaître quelles sont les parties prenantes
au sein de n'importe quel programme, côté financement ou côté d'accompagnement. Côté de financement, c'est relations entre public et privé. Et côté d'accompagnement, il y en a plusieurs incubateurs. Mis à part ceux que je vous ai cités, il y en a les associations. Notre centre marocain des jeunes pour les études stratégiques a travaillé sur le Moukawil Deti, sur Intelaka, a fait une académie de Força pour accompagner une centaine de jeunes. Donc, si on arrive à faire juste un appel pour déposer un dossier, comme ça, plus qu'on a d'incubateurs spécialisés dans le domaine, plus qu'on peut garantir la pérennité et l'accompagnement et le mentor et le suivi pour chaque bénéficiaire. Donc, je retiendrai trois termes clés, disons. Bon sens, déjà. On ne donne pas des projets comme ça au ministère du Tourisme, ça n'a aucun sens. Organisation et management, au niveau de l'État, bien évidemment, et transparence. Oui, exactement. Monsieur Zakaria Iman, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour votre temps. Merci. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et à très bientôt.